à tous. Bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Deuxième saison, on commence en force avec notre premier invité, Monsieur Philippe Chevalier. Bonjour, Monsieur Chevalier. Merci à vous deux de m'avoir invité parce que c'est une belle opportunité pour moi de parler de choses qu'on voit pas habituellement sur les podcasts. Ma profession est tellement dans l'ombre par culture, par réflexe. Moi, j'essaie de la faire sortir. Donc, merci pour l'opportunité, l'invitation et le privilège d'être face aux deux fiscalistes qui me surveillent et me fusillent du regard à ce moment précis. Mais non, pas du tout. Je me présente, professeur Reggie, avec Jerry. Donc, Monsieur Chevalier, quelle est cette profession dont vous parlez? Monsieur Chevalier, tu peux arrêter ça, on va passer au tutoiement. Avec parce plaisir. que ça va me rendre beaucoup plus à l'aise. Alors, la profession dont je parlais, c'est... les gens l'entendent comme détective privé, ce qui est le cas. Nous, on est détective privé pour les milieux d'affaires, donc on va l'appeler détective d'affaires. Le titre officiel, c'est enquêteur privé, enquête, investigation privée. Alors, c'est une profession réglementée comme la vôtre finalement. Nous, c'est pas l'AMF ou équivalent. Nous, c'est le Bureau de la sécurité privée. On a des permis d'agence d'enquête, donc c'est une profession officielle. L'agence a son permis, les enquêteurs ont leur permis, et nous, on est dédiés au milieu d'affaires, aux entrepreneurs. Donc, ne communiquez pas avec moi pour vos affaires matrimoniales. Elles ne m'intéressent pas, sauf si vous payez très cher. Et lorsque vous dites l'agence, je crois que c'est votre agence que vous... Ouais, c'est une agence que j'ai confondée avec ma femme Bonnie. Donc, c'est une agence qui s'appelle SAX, S-A-R-X. SAX, ça veut dire, en grec ancien, être dévoué corps et âme. On va se contenter de l'âme. Le corps, c'est peut-être beaucoup. Mais c'est une... On parlait de libertarien il y a quelques temps. C'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être battre en retraite à ce moment-là. Non, mais on dit ça, mais dans les anecdotes que tu vas rencontrer, je pense que physiquement, tu as dû te changer pour certaines enquêtes. Ah, tu te souviens de tout, hein, c'est ça. C'était effectivement une anecdote de Total. L'agence a 11 ans. Et on travaille pour les gens d'affaires avec deux axes, le préventif et le post-incident. Le post-incident, c'est tout ce magma de fraude, de conflits entre associés, entre partenaires d'affaires, ou un employé stratégique qui trahit. Le concept de déloyauté est au cœur de mon travail. Mon travail, c'est documenter, prouver, lorsque c'est le cas, une situation donc de déloyauté préjudiciable à une entreprise. Et nos clients, c'est au Québec, oui, des entrepreneurs, des avocats d'affaires, des banques d'affaires. Et à l'étranger, on a aussi des clients en France, Suisse, Belgique, Dubaï, Luxembourg, Ukraine et Caraïbes. Quand même. Et évidemment, tu as à te déplacer quand tu rencontres ces clients-là, ça te permet de on fait voyager beaucoup de à travers travail le monde. en cyber-enquête. Donc, on se déplace, oui, pour rencontrer des clients, et il y a des missions moins pénibles que d'autres. Donc, Caraïbes, Dubaï, c'est avec plaisir. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Mais on travaille essentiellement en cyber-enquête, cyber-investigation. Ça s'appelle OSINT, Open Source Intelligence. Donc, on utilise des outils, notamment un outil d'intelligence artificielle qui nous appartient. Donc, attention, c'est une IA privée. Donc, c'est pas de l'information qu'on partage qu'on partage avec un concepteur d'IA. Et ça nous permet d'aller chercher, et là, je vais peser mes mots, d'aller chercher tout, absolument tout, ce qui se dit sur le web indexé et le deep web sur un homme d'affaires, une femme d'affaires, un entrepreneur. On va chercher toute cette information-là intégrale, mais nous, on est axé sur ce qui est problématique. Problématique, je peux te le résumer en 5 gros sujets. Donc, tout ce qui est relatif à la fraude, tout ce qui est relatif à des litiges, à de la violence, à des comportements inappropriés, de la discrimination. En gros, tout ce qui peut porter atteinte à la réputation de ton futur client, de ton futur partenaire d'affaires. Et la contamination de réputation, c'est ce qui te rejoint toi, parce que ça se contamine une réputation. J'en ai des frissons. Je le voyais que tu t'effondrais au fur et à mesure que je parlais. Tu rentrais j'ai rien sur à le cacher. micro. J'ai rien à cacher, mais c'est pas vrai. C'est quand même. Non, c'est pas vrai. On a tous quelque chose à cacher, et heureusement. On se promène pas tout nu dans la rue de toute façon. On a tous quelque chose à cacher. Et je parlais du cadre légal. C'est vrai qu'on va chercher tout sur une personne, ce qui est pertinent pour le motif légitime d'enquête. Et
La loi, on la respecte à 2 niveaux. D'abord parce que j'apprécie que la loi 88 sur la sécurité privée nous demande de ne jamais briser l'expectative de vie privée de quelqu'un, et je le fais vraiment sincèrement et j'y crois. Et en même temps, si c'est pas pertinent, pourquoi perdre notre temps? En revanche, on va chercher tout ce qui peut porter préjudice à une transaction, dans une fusion-acquisition, dans un rachat d'entreprise, une vente, un partenariat ou un employé stratégique. On est vraiment orienté dans ce cadre-là sur le préventif. Parce que les due diligence, vous connaissez ça par cœur, c'est une nécessité. Mais ça fait 100 ans qu'il y a des due diligence, ça fait 100 ans qu'il y a des fraudes partout. Donc ça a une limite. Ça a une limite qui est le facteur humain qui n'est pas pris en compte. Et nous, on travaille sur le facteur humain. On parlait, juste avant que ça commence, d'associations, de partenaires d'affaires. 66%, c'est les chiffres de l'université Harvard, c'est un vrai beau chiffre. 66% des échecs de partenariat, c'est le facteur humain, le conflit entre associés. Et nous, quand on fait une enquête de réputation numérique en ligne, on va pas seulement chercher le négatif, les risques, les probabilités que la personne soit croche ou reliée au crime organisé. On le fait. Mais on va aussi collecter toute l'information sur le comportement numérique d'une personne. Et ça en dit long et beaucoup sur sa capacité à être le meilleur partenaire d'affaires pour toi. Est-ce qu'on veut dire ici hacker quelqu'un, finalement? Est-ce que vous allez regarder, par exemple, mon historique d'Internet? Oui, monsieur. Si vous le permettez, recentrons un peu tout ça, parce que on rentre déjà dans les détails, mais concrètement, pour un entrepreneur ou un consultant, peu importe, quelqu'un qui aurait besoin des services de l'agence Sachs. Sachs. Ouais. SARX. Sachs. OK. Donc, quels sont les besoins qui sont comblés ou les manques à combler que vous pouvez venir et puis les aider? Parce que je pense que ça serait bien de les définir un peu dans quel élément vous pouvez intervenir, puis ensuite on continue. J'aime beaucoup son côté rationnel, terre à terre, qui est très pratique et très utile. En face de moi, quand je reçois une demande, c'est parce que l'investisseur, souvent c'est des gens qui investissent, ou l'entrepreneur me dit, je suis prêt à faire une offre, je veux m'engager avec lui, mais je ne le connais pas. Je connais seulement les chiffres. Je veux savoir si ça va marcher ou pas. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est croche? Quelle est sa personnalité? Qui il fréquente? Est-ce que je vais subir un dommage à la réputation si je suis associé avec lui? Nous, en 48 heures, parce que ça, c'est grâce aux outils IA, puis je vais te dire exactement comment ça marche, ça nous prend 7 à 10 minutes pour collecter cette intégralité des informations. Mais après, j'ai un travail de relecture, de validation, de pondération qui me prend une demi-journée. Parce que les médias, ou même un blog obscur, ou le journal Les Affaires, ou une rumeur qui circule sur le web, je dois valider. Je dois donner la bonne information à mon client. On a tous une réputation numérique et une vraie réputation. Je dois balancer les deux. Tu vas comprendre tout simplement que les médias sont friands, passionnés par les mauvaises nouvelles. Harcèlement, fraude, mauvaise fréquentation, ils adorent en parler. S'il s'avère que la personne est innocentée d'une rumeur de harcèlement, les médias vont jamais en parler parce que ça les intéresse pas. Moi, je valide ça. De même que quelqu'un qui est accusé d'une fraude de 1 million 10 fois la même journée par 10 médias différents. Mais c'est la même fraude. C'est la même fraude, ça ne devient pas 10 millions. Mais l'impact dans le public, c'est une énorme fraude. En fait, il y a une rumeur qui 10 fois de suite est répétée sur 1 million, mais ça reste 1 million. Donc, je dois faire cette pondération-là. Surtout que chaque média a sa crédibilité. Par média, c'est au sens large. Que ce soit un média reconnu, que ce soit un obscur média sur une niche particulière. Donc, on a des critères de pourcentage, de pondération pour tout équilibrer et donner l'heure juste à mon client en 48 heures. Puis, un dernier critère important, on a tous une vraie réputation qui est personnelle, et la réputation numérique, et c'est pas forcément la même. Donc, on doit également faire ce travail de rééquilibrage. Puis là, mon plaisir au travail, parce que l'IA collecte tout en 7 minutes. Mais moi, c'est de faire ce rééquilibrage. Parce que le cœur de mon métier, c'est la recherche de la seule vérité. La recherche. Que la vérité, elle n'existe pas. Il y a une vérité pour un juge, il y a une vérité pour des fiscalistes, il y a une vérité pour un entrepreneur, il y a une vérité pour ma femme, il y a une vérité pour ma fille, il y a une vérité pour l'Église, mais la vérité absolue n'existe pas. Mon travail, c'est rechercher toutes les informations pour donner quelque chose de utile et transparent. Pourquoi tu serres le poing? Non, j'ai froid. Ah, parfait. On s'est donné des signaux et puis je connais pas ce signal-là.
On a fermé la thématique. T'as-tu des choses à nous dire? J'ai pas fait d'enquête sur toi. Est-ce que j'aurais dû? Mais t'as fait une blague au départ. Tu m'as dit qu'il y en a une qui a été faite sur ça. Oui, en fait, c'est vrai. J'avais dit quand M. Chevalier va arriver, Jay, tu vas voir que... J'ai un truc à vous dire à ce sujet-là. Quand vous mettez les pieds chez KPMG, Deloitte, McKinsey, je connais spécialement un des trois. Quand vous entrez dans leur bureau et que vous êtes assis dans un fauteuil de cuir, vous avez subi une enquête de réputation avant d'être autorisé à faire même pas un deal, une discussion pour éventuellement avoir leur service. Parce qu'il y a un critère important à souligner, c'est celui du dommage à la réputation. Que ce soit vrai ou faux, que tu sois fraudeur ou pas, même si tu ne l'es pas, une grande banque ou un cabinet de gestion comme ceux que j'ai nommés ne veut surtout pas que leur nom soit associé au tien. Donc, ils font une vérification et ils évaluent l'éventuel risque, même s'ils savent que tu n'as rien fait de mal. Le fait que ton nom soit associé à un problème, ça les dérange. Alors, parfois, j'ai des clients qui me demandent de le faire sur eux-mêmes, l'enquête de réputation, à titre préventif, pour savoir comment se placer. Puis des fois, même quand je trouve des choses très problématiques, parce que je fais un travail d'analyse, ça peut se retourner positivement. Puis j'ai un cas spécifique en tête. Je suis content parce qu'on suit pas du tout le plan. J'adore ça. Non, il faut revenir aux questions de base. Donc j'avais un client investisseur qui s'apprêtait à faire une syndication de prêt. Je sais pas si c'est le terme exact. Lorsque trois personnes se regroupent ensemble pour prêter. L'un des trois partenaires était une grande banque à Chartres, l'une de nos 7 banques à Chartres, et le troisième larron était quelqu'un qui traînait, c'est vrai, une réputation négative liée à une fréquentation à de nombreuses années avec le crime organisé. Donc la banque a dit non, on se retire de ça, pas question, trouver un autre partenaire, on ne veut pas. En même temps, la banque aurait bien aimé que ça se fasse, c'était un très bon coup. Et mon client dit, peux-tu vérifier, enquêter sur tout ça? Alors moi, ce que j'ai démontré, que oui, effectivement, ce monsieur traîne un lourd passé, qui remonte à 15 ans. Mais, j'ai démontré que c'était quand même le meilleur partenaire possible pour ce deal. Pourquoi? Parce que quand il marche dans la rue à Montréal, ça c'est pas un signe, c'est vraiment une image. Quand il marche dans la rue à Montréal, il est surveillé, c'est une image, du côté droite par la GRC, du côté gauche par ses anciens amis de crime organisé. S'il y a une personne à Montréal qui va jamais déroger, qui va respecter sa parole, qui va marcher dans les clous, c'est vraiment lui pour cette raison-là. Alors, ça, je l'ai démontré parce que on a aussi dans mon équipe, je ne vais pas parler de mon équipe, on a aussi des policiers retraités du SPVM qui sont des légendes de la police et qui sont des anciens spécialisés en crimes majeurs, mafia, motards, etc. J'ai aussi mes jeunes hackers éthiques qui ont entre 21 et 24 ans. Hackers éthiques. Hackers éthiques, voilà. Il va falloir revenir sur ça. Oui, je suis obligé d'ajouter éthique parce que le mot est mal perçu. Mais un hacker, c'est quelqu'un de curieux. À la base, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est pas un pirate. Certains peuvent virer pirate. D'autres, non. Mais un hacker, c'est quoi? Quelqu'un qui est curieux et qui aime bien ouvrir une porte sans frapper avant. Mais c'est que de la curiosité, c'est ça. Alors, les personnes qui travaillent avec moi, on est capable de documenter au-delà de la simple enquête de réputation numérique en ligne, même si elle est très poussée, et produire un rapport sur mesure. Fin de l'histoire, la banque a dit oui. Tout s'est bien passé parce que la banque a été convaincue. C'est sûr qu'ils ont fait en sorte que le nom apparaisse pas trop en haut du contrat. Okay. Il y a des moyens pour ça. Mais ils étaient quand même contents de ce travail-là. Si on revient un petit peu à la base, Philippe, dans le fond, moi j'aimerais savoir comment on devient... Quel est ton parcours? Comment est-ce que comment tu atterris dans ces souliers-là? Revenons au plan de match officiel. Oui. Effectivement, on est toujours dans le plan de match parce que c'était une des questions, dans le fond, comment est-ce que tu peux aider un entrepreneur? On déroge pas, on change l'ordre, c'est tout. C'est ça, on s'y attendait. Alors, mon parcours académique, l'histoire, avec le H, là, l'histoire des peuples et des civilisations, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, sauf que ça a tout à voir en même temps, parce que c'est une méthode de travail, comprendre le dessous des cartes, qu'est-ce qui est caché en arrière, documenter, prouver, faire des corrélations, tout organiser pour documenter un événement qui s'est passé, le comprendre. Donc, c'est ça que j'ai fait comme étude universitaire.
mais c'est pas mon parcours de travail. C'est quel domaine, ça? Histoire. Histoire? Ouais. Okay. Historien? Ah, ok, je pensais que c'était l'introduction, mon histoire avec un grand H. Non, je pense que j'ai dit grand. Ah non, moi j'ai pas histoire qu'un grand H moi-même. Ok, je te sais que tu parlais de... Ok, non, c'est l'histoire, désolé. Cours d'histoire à l'université. On vient de commencer la saison 2, faut que je me mette dedans. On va y arriver, c'est ça. Et ma petite histoire avec un petit H, une histoire de vie, j'ai commencé dans la vie comme étant militaire. Parce que l'armée, c'est l'endroit des gens qui trouvent pas leur place, ça arrive. C'est toi qui le dis. C'est ce que me disaient mes sous-officiers, et eux-mêmes avaient le même point de vue. J'ai raté tous les examens pour être officier, puisque j'ai échoué les tests psychotechniques de raisonnement logique, parce que je n'étais pas d'accord avec la formulation des questions. Oh my God. Et je me suis retrouvé soldat de 2e classe, donc à la base, militaire de base. J'étais démineur. Après, j'ai progressé, caporal, chef, lentement mais sûrement. Mais démineur, ça te donne la plus grande et ultime leçon de la vie, qui est... Si tu te trompes, tu meurs. Un peu ça. Dans la vie, c'est ça. Chaque geste a une conséquence. C'est la première leçon. Et c'est même vrai en fiscalité. Chaque geste a une conséquence. C'est vrai en comptabilité. Chaque geste a une conséquence. C'est vrai pour tout ce que tu fais dans la vie. Être conscient que chaque geste a une conséquence. Première leçon de la vie. J'ai fait ça 8 ans. Donc c'était dans un autre siècle, le 20e siècle. Et puis après, en même temps, je faisais mes études d'histoire. Et j'étais le seul caporal-chef universitaire au niveau bac. C'était repéré par je sais pas qui au ministère. Donc, j'ai fait après 6 ans à la DGSE, qui en France, j'étais en France à l'époque, je vais de le dire, sont les services de renseignement extérieur français, donc Direction Générale Sécurité Extérieure, où j'étais agent d'exploitation du renseignement, donc en mission extérieure au Moyen-Orient. C'était mon secteur parce que c'était lié à mes études d'histoire pendant 6 ans. Et après ça, parce qu'on fait pas ça toute sa vie, on m'a offert une permanence que j'ai refusée parce qu'il fallait aller à l'université refaire des cours et je ne voulais pas. Donc on m'a offert une voie de garage, une voie pour repartir, donc ce qui est offert par le service. Je travaillais en prison comme agent de probation pour le juge d'application des peines. L'agent de probation, c'est la personne qui s'occupe des détenus qui vont sortir, les aider à refaire un peu leur vie et surveiller s'ils respectent les conditions. Ça m'a appris, la GSE m'a appris un deuxième proverbe qui est que la nécessité fait la loi. Et ça, c'est vrai dans mon travail d'aujourd'hui. Et c'est vrai en fiscalité. Et c'est vrai en entrepreneuriat. La nécessité fait la loi. Et c'est pas de l'illégalité. C'est une prise de conscience que la nécessité, c'est ce qui nous drive dans la vie. Et en prison, j'étais pas en prison moi-même, je travaillais en prison, t'as compris. Donc j'ai appris que la créativité est du côté des délinquants. Et c'est absolument vrai, parce que j'en étais témoin avec les gens dont je m'occupais. Après, j'ai émigré au Canada en 2000. Je travaillais à la Sûreté de l'aéroport de Montréal comme responsable du programme de formation de la Sûreté aéroportuaire. Et après, dans la fonction publique, où là, j'ai appris que tout peut arriver, c'était en 2001. J'étais fonctionnaire au ministère de l'Éducation pendant de nombreuses années. J'étais responsable des programmes de formation des enquêteurs privés de la Sûreté aéroportuaire et la Sûreté municipale, donc un peu le même milieu de travail. Dans la fonction publique, j'ai désappris. Donc, j'ai presque déprimé et ma femme m'a suggéré de me sortir de là. J'avais de bons collègues et de très bons directeurs, c'est pas le problème. Donc, j'ai créé l'agence avec ma femme il y a 11 ans pour revenir à mon domaine principal. C'est mon parcours. Rapidement, la question qui brûle sur les lèvres de tout le monde. Est-ce que ton quotidien est comme on voit dans les films? C'est-à-dire que tu peux te battre contre 3 hommes en même temps et que tu te déguises constamment et que tu es un intrépide dans l'art et que... Bref, tout ce qu'on voit dans les films sur les détectives privés ou l'opposé, tu bois de l'alcool tous les jours et t'es déprimé. Justement. Effectivement, dans les séries de télé, j'ai remarqué que les enquêteurs privés sont vieux, bon, admettons pour moi, qui travaillent seuls, c'est pas vrai. J'ai une équipe de 5 à 6, parfois 7 personnes, donc avec des gens de mon âge, policiers retraités, et des très jeunes hackers éthiques. Ils sont alcooliques, non, dans les films. Dépressifs, non, ça va. Et ils sont pauvres. Ça vous regarde pas. Écoute, il y a pas de problème. Ou alors après le podcast, dans l'après-podcast. Dans l'après-podcast. Pour le quotidien. Bon, moi, c'est vrai que je tripe adrénaline sur une affaire
qui est l'incarnation de personnages, l'infiltration. Ça se peut que je t'en ai parlé ou que tu l'as lu. Bon, on en avait parlé grossièrement dans le préambule, d'avoir comment est-ce qu'on pouvait intégrer Ouais. Alors oui, il y a des choses spéciales que moi je fais. Puis tous les enquêteurs font pas ça, mais à cause de mon passé dans le renseignement, j'ai une aptitude que je peux pas expliquer à incarner des rôles et des personnages. Donc, pendant le Covid, je devais faire une surveillance-observation dans la rue d'une affaire immobilière majeure. Vous vous rappelez de toutes les problématiques liées au Airbnb clandestin dans le centre-ville, le crime organisé qui s'en mêlait. Donc, je devais rassembler des preuves filmées, enregistrées. Il y avait personne dans les rues pendant le Covid. Donc, je suis devenu un itinérant pendant plusieurs jours. Mais je suis devenu, c'est-à-dire que j'ai incarné le personnage. Ça ne s'agit pas de se déguiser. Donc, j'ai marché pieds nus dans la rue assez longtemps, pendant plusieurs heures, pour que mes pieds soient blessés et abîmés. Les itinérants, malheureusement, ont tous le diabète. Donc, leurs pieds sont abîmés et ils souffrent. Donc, comme j'étais pieds nus, assis contre un mur entre deux poubelles, il fallait que j'incarne totalement le rôle. Donc, je me suis pas coupé les ongles pendant des semaines parce que ça se repère. Un itinérant que les ongles courent, ça marche pas. Donc j'étais volontairement sale, donc les cheveux, tout ça, donc ça, j'étais habitué à ça. Les vêtements et surtout le regard. Le regard, donc là par exemple, je te regarde, mais dans une fraction de seconde, je vais cesser de te regarder, je vais te voir. Là présentement, je te vois et je vais vider mon regard, je vais vider mes yeux, je vais accélérer ma respiration. Et ça va transformer la pression que tu ressens quand je suis face à toi. Tu vas en sentir beaucoup moins parce que je deviens progressivement, je disparais. C'est pas la même pression. Là, maintenant, je te regarde à nouveau. Et le geste et attitude. Je le faisais avec beaucoup de respect pour les itinérants. Certains d'entre eux sont même nos indicateurs et collaborateurs. Avec prudence, parce que j'avais un garde du corps un peu plus loin qui a pris des photos que j'ai mis une fois sur LinkedIn. Les itinérants ont du cash sur eux, parfois des milliers de dollars, parfois des dizaines de milliers, parce qu'ils n'ont pas de compte en banque. Ils ont donc des couteaux sur eux et des territoires. Donc, je fais attention. Et j'étais assis entre deux poubelles. J'ai incarné ça à fond. J'étais assis entre deux poubelles sur de la piste qui était même pas la mienne. Et j'observais de loin, à environ 5 mètres. 10 mètres, les gens que je devais filmer. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez traumatisant, pas traumatisant, mais c'est la vie. Je suis devenu invisible, comme un mobilier urbain délabré. Les gens passaient devant moi, ne me voyaient pas, ne me remarquaient pas. C'est ce que je voulais. J'avais besoin de filmer. Et mon client, qui est passé dans la rue, ne m'a jamais reconnu. Il m'avait vu dans son bureau en habit quelques jours avant, là. Tout parfumé en habit, mais là, il m'a jamais vu, il m'a reconnu, puis on a pu filmer. Alors ça, c'est quelque chose, on fait pas tous ça, mais j'aime ça, et je sais pas pourquoi. Je le fais pas à chaque semaine, ni à chaque mois. Pour des questions d'hygiène, ma femme me faisait dormir au sous-sol quand je revenais. C'est ça, mais j'avais mon badge d'enquêteur conservé par mon complice au cas où la police arrive, parce que la police aurait pu venir pour m'aider, me proposer de l'aide, puis c'est pas ce que je voulais, là. Donc c'est ça. Donc c'est le seul cliché. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne traite pas d'adultère. Nous, on s'occupe des entrepreneurs et des milieux d'affaires, puis on travaille par des moyens techniques élaborés, notamment l'intelligence artificielle et des outils de corrélation de données pour faire des cyber-enquêtes approfondies. Puis étant donné, j'apprécie énormément que tu sois très ouvert sur ton travail, sur ce que tu fais. Mais on s'entend qu'en tant que détective privé, là, c'est sûr que ton visage va être un peu plus connu. Donc, pour l'avenir, il faut que tu fasses attention et que tu augmentes. Tu ne me reconnais pas si je m'incarne. J'ai quasiment envie de demander s'il m'a déjà suivi. Mais j'aimerais savoir, là, je vais plus parler de ta business. Oui, bien sûr. Parce qu'on s'entend détective privé, je sais pas si au niveau marketing, au niveau clientèle, comment on fait pour vous faire connaître, mais sans trop vous faire connaître non plus, parce que j'imagine que est-ce qu'on veut vraiment qu'on parle d'une firme de détective privé alors qu'on veut rester peut-être un petit peu plus secret? Donc, je sais pas comment tu vois ça. J'avais un choix à faire. Dès l'instant que je passe en enquête, cyber-enquête, open source, j'ai plus besoin d'être sur le terrain. Et je vais y aller de moins en moins sur le terrain, puis d'autres personnes de mon équipe peuvent le faire pour moi. Donc, dès l'instant que je suis devenu cyber-enquêteur, une agence qui travaille en ligne à distance pour une clientèle
banque canadienne, nord-américaine, européenne, Moyen-Orient, etc. J'ai aucun problème à m'exposer et puis à faire savoir quels services nous rendons pour les entrepreneurs. Mais le problème demeure, c'est que c'est une profession méconnue. Les gens font pas le lien automatiquement. Puis je vous remercie beaucoup de vos questions, entre ce que peut faire un détective d'affaires pour eux et le monde des affaires. Or, la réalité, c'est que tu as besoin d'informations sur tes partenaires d'affaires, que va pas te donner ton comptable ni ton avocat d'affaires. Moi, je fouille. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je me dis, il n'y a pas des limites. Comme par exemple, je demande un rapport sur Jerry et que tu me fournis des informations. Et moi, après ça, je confronte Jerry, par exemple, avec cette information-là. J'ai fait une enquête sur toi. Je vois si X, Y, Z. Il ne pourrait pas me dire, oui, mais ça, c'est confidentiel, c'est ma vie privée et tu n'es pas supposé avoir accès à ça. Y a-tu quelque chose qui pourrait se revirer contre moi? Avoir fait. C'est quoi les limites de la loi 88 que tu parlais tantôt? Ouais. Le respect de l'expectative de vie privée. Alors, on va prendre son cas, parce que je suis sûr que c'est un excellent cas. Donc, moi, je vais aller chercher, je dis ça pour tout le monde, c'est pas un exploit, c'est ça. On t'expose aujourd'hui. Oh là là. Comprenez le concept de OSINT, Open Source Intelligence. Donc, tout ce qui est source ouverte, tout ce qui est sur le web indexé, on le ramasse. Et il n'y a pas de bris de la vie privée, c'est ouvert à tous. Cependant, il faut faire preuve de discernement. Parce que sur le web indexé, on va trouver des choses confidentielles qui ne te regardent pas quand tu commandes l'enquête. Et moi, c'est mon travail de faire ce discernement. Donner un exemple précis, les PDF. Quand tu fais une recherche sur même Google, sur quelqu'un, tu tapes son nom, rajoute PDF, puis fais le Google Doc précis avec les guillemets pour n'avoir que des PDF. C'est certain que tu vas trouver des choses qui ne sont pas supposées être sur le web indexé, parce que de nombreux serveurs ou de sites web ne gèrent pas correctement ce classement. Des cas fréquents, c'est des rapports sur quelqu'un ou des enquêtes sur quelqu'un, c'est écrit confidentiel en gros dessus, ou droit d'accès à l'information, bonjour madame, vous avez fait une demande d'accès à l'information, voici ce qu'on vous envoie, etc. Et tu vas trouver des choses qui ne sont pas supposées être sur le web indexé. Moi, j'ai un métier réglementé et je fais attention. Pour savoir si c'est vraiment source ouverte ou non... Comme ça, j'ai pas mes lunettes, mais je crois qu'il manque un guillemet, je te montrerai après. Ouais, ouvre les guillemets, ferme les guillemets PDF. Tu vas fermer. OK. Donc, moi, je vais regarder c'est quoi ce document. Puis, je vais faire preuve de raisonnement logique. Si c'est écrit en gros confidentiel, c'est clair que ça ne peut pas être un document source ouverte. Je ne vais pas le joindre au rapport. Je ne vais pas lui communiquer. Si c'est pas écrit confidentiel, je vais quand même lire le haut et je vais réaliser si c'est quelque chose qu'il doit savoir ou pas, si c'est supposé être ouvert à tous ou pas. Pour ça, il faut bien que je le lise. En tout cas, le début. Donc, c'est ma responsabilité de faire preuve toujours de discernement. Donc, la limite, elle est là. C'est la limite de pertinence. Même chose quand on fait la filature dans la rue. Lorsque je fais une filature en voiture, puis que ma cible embarque sa femme et ses enfants, j'arrête la filature. Systématiquement. C'est mon principe. Surtout si c'est un samedi, un dimanche où ils vont au parc, même si c'est les heures de travail, puis qu'on vérifie s'il n'y a pas du vol de temps, dès qu'arrivent femmes et enfants, on arrête tout ça tout de suite. Okay. Donc, c'est une question de bon jugement et de discernement. Mais ce qui est pertinent pour lui, parce qu'il m'a posé un problème au départ, je veux tout savoir sur mon partenaire qui pourrait me faire préjudice. Donc là, je vais chercher tout ce qui est pertinent et je le ramène, je le lis, je le classe et je le catégorise. Aussi bien nos outils IA que nous-mêmes, on a 3 colonnes. On a risque élevé, en rouge. Risque modéré, jaune. Et une 3e colonne qui n'est pas le sujet de l'action. Si tu donnes une conférence sur la fraude, tu n'es ni accusé de fraude, ni victime de fraude. Tu parles du sujet. Ce n'est pas le sujet de l'action. Ça, je vais le trouver, puis tu vas l'avoir. Parce que nous, on fournit tout aux clients, mais classé, organisé, vérifié et expliqué. Je veux que mon client lise en premier mon rapport et après, il a tout en pièces jointes, mais classé, organisé, expliqué, éventuellement trié, si justement, ce qui est rare, que notre IA nous a apporté des choses vie privée non pertinentes. En fait, elle est éduquée pour ne pas le faire parce qu'elle a des consignes. Fraude, harcèlement, litige, violence, dépendance, mauvais comportement.
Donc, les autres publications, je le sais qu'il y en a, parce qu'elle me dit 383 liens transmis sur 10 000 vérifiés, mais le reste, elle me les donne pas, et je n'y ai pas accès. Puis elle est prévue pour ça. OK. Aucunement accès? Aucunement accès. Ah bon? Aucunement accès. Okay. Et c'est le même principe pour les grandes institutions financières qui utilisent ce genre d'outils aussi. C'est une perte de temps. Ça sert à rien. C'est juste problématique. Donc, on n'a pas besoin de s'embarrasser de ça. Okay. En revanche, on va fouiller très loin lorsque c'est pertinent. Imaginons qu'un journaliste du journal Les Affaires ou du journal de Montréal, de Québécois, en est après toi. Un seul. Donc, ça va sortir dans petit problème dans sa réputation numérique en ligne. Je vais pas me contenter de te signaler un journaliste lui en veut. Ça, je vais l'observer, l'analyser. C'est qui ce journaliste? Comment il travaille d'habitude? Est-ce que c'est récurrent chez lui de choisir une cible selon certains critères? Et je l'ai vu dans plusieurs enquêtes, et de commencer par « D'après une source anonyme, il semblerait que… » Puis après, il cite ton nom. S'il travaille comme ça régulièrement, je vais le repérer. Je vais te prouver qu'il y a un petit problème déontologique et méthodologique de la part du seul journaliste qui lui en veut. Donc, toute cette information, elle est vraiment artisanale, comme un bijoutier qui taille une pierre précieuse, parce que mon travail a une lourde responsabilité. On travaille sur la réputation de quelqu'un. Donc, je ne vais pas te balancer des informations de n'importe quel sens, n'importe quel ordre, que tu interpréterais de telle ou telle manière. J'ai un devoir de responsabilité de te donner l'information disséquée, discernée, avec bon jugement, pour que tu puisses en faire bon usage. J'ai fait ta recherche sur ton nom, Jerry. OK, c'est bon. Est-ce que je quitte le podcast? Non, ta vie est plate. C'est ça que j'ai à dire. Mais par contre, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un nom similaire à toi qui travaille dans le domaine de la santé ou dans les CIUS, etc. Parce que sinon, t'as un avis pas de démission, mais de... Bref, là, ça arrive parce qu'on traite les faux positifs en premier, évidemment, là, c'est ça. Quelqu'un qui a un nom similaire à moi, c'est rare quand même. Bref. Oui. Écoute, t'es dans le conseil multidisciplinaire, avis de désignation, conseil d'administration, c'est CIUS du Centre-Sud, désignation, CIUS Centre-Sud, etc. Tu vois que l'automatisation à outrance peut ne pas repérer les faux positifs. Un enquêteur va repérer les faux positifs. On voit dans le fond, dans la collation des grades de l'Université de Montréal, on voit ton nom très bien. Tu participes dans le fond au manuel réorganisation et planification fiscale de l'UQTR. Ton nom est là, donc j'ai le PDF devant moi. Tu vois la différence que ça peut faire remise des permis. Avec une recherche classique comme tu fais. Et ce que nous on propose de plus, qu'on va chercher l'intégralité, puis on garantit que rien n'est oublié, que tout est classé, organisé, analysé en 48 heures. Puis je le signe de mon nom, j'ai mon permis d'enquêteur. On le paye assez cher, ce permis, pour que je m'en serve fréquent. On paye tellement cher que j'ai même fait plaquer en or le permis. Est-ce que tu parlais de clichés? Oh wow! OK, c'est beau, ça, là. C'est ça. J'en veux un. On peut demander à l'ordre de CPA de nous en fournir. Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran ou? Tu peux le montrer à l'écran, oui. C'est quand même, est-ce que aussi t'as pratiqué ton, tu sais, Alors, parfois, en fait, le permis donne simplement l'information que je suis enquêteur. Donc, on l'utilise quand? Si je suis en filature, puis que quelqu'un me repère, puis que la police arrive, qu'est-ce que vous faites là? Je fais mon travail. Ça sert finalement à définir qu'on agit selon les règles, les fameuses lois, etc. Ça ne donne aucun pouvoir différent d'un citoyen. Cependant, c'est vrai que si on recherche la collaboration de quelqu'un, je fais ce jeu-là. Je fais ce jeu-là. Philippe, autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, on a parlé tantôt que ça peut aider quand tu veux investir avec quelqu'un, etc. Mais je crois que un autre aspect de ta pratique, c'est le reprenariat. Oui. C'est un peu la même chose qu'un investissement, mais là, on va reprendre une business qui existe déjà. Tu parlais tantôt de due diligence. Rapidement, c'est quoi un due diligence? Une vérification diligente. C'est lorsqu'avant d'acheter, on va... C'est rapide, oui. Voilà le terme en français, on arrête ça là. Non, en fait, c'est qu'on fait un examen, on pourra faire un podcast aussi là-dessus. On fait un examen de... Jay, c'est pas fini? Donc, on fait un examen de l'entreprise
avant de l'acquérir. Oui. Donc, on va examiner notamment si elle a des passifs, donc des dettes légales qui seraient cachées ou quoi que ce soit, si elle a des dettes fiscales qui pourraient être cachées. On va demander à voir les réorganisations fiscales qui ont eu lieu. On va faire une enquête aussi sur, pas une enquête, mais une vérification sur les taxes. Est-ce que tout a été remis à temps? Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises, etc. Bref, on en reparlera. Mais dans le cadre de reprenariat particulièrement, en quoi ton travail est-il pertinent? Tout ce que tu as dit, ça concerne pas l'individu. Non. Ça concerne l'entreprise. Tout à fait. Or, ce qui est critique, majeur, stratégique, je peux mettre tous les mots en « hic » qui vont avec, c'est l'individu. Je vais te parler du crime organisé de manière directe. S'il s'appelle crime organisé, c'est parce qu'il est organisé. Bon point. Bon point. Hey. C'est ça. Wow. J'aime bien dire des phrases où tu peux pas dire le contraire, là, t'es obligé. Ça s'appelle l'affirmation de l'entité dans l'entité. Quand les grandes personnes parlent, elles parlent. Peut pas dire le contraire. C'est ce que disait ma grand-mère aux enfants. La première chose que fait le crime organisé, avant de commettre des crimes, il achète des entreprises. Sa préoccupation est le recyclage, le blanchiment d'argent. Il a donc besoin d'un portefeuille, d'un capital d'entreprise pour pouvoir fonctionner. Donc, il est à l'affût d'entreprises à vendre dont il peut prendre possession, souvent à l'aide de prête-noms. Et les prête-noms, ils sont pas faciles à détecter. Un bon prête-nom, il a mon âge, il exerce une profession réglementée, il est avocat, il est médecin, il est chirurgien, il est fiscaliste, quoi que ce soit, mais il a des vulnérabilités exploitées puisque le crime organisé a la main sur lui, a le contrôle sur lui. Donc, l'entreprise est rachetée par le crime organisé pour des besoins de double facturation, pour des besoins de faire fonctionner fictivement une entreprise ou pour du blanchiment d'argent par différents procédés. Si vous vendez au crime organisé, beaucoup de vendeurs se disent « c'est pas grave, l'argent arrive, ce qui se passe après, c'est pas mon problème ». Pas tout à fait. D'abord, fréquemment, pendant une année, il y a encore un 20% à payer qui crée encore un lien durable avec l'acheteur. Mais surtout, le crime organisé, lorsqu'il rachète, il garde le contrôle avec vous. Il vous dit, on rachète ça, peux-tu faire en sorte que ça continue de telle ou telle manière? Oh non, mais ça me concerne plus. Oui, ça te concerne. Parce que il exerce des pressions, éventuellement quotidiennes. Ça, c'est du côté vendeur. Mais un acheteur qui achète une entreprise au crime organisé, ça arrive aussi. Parce qu'eux aussi font tourner des entreprises. Quand le spotlight est trop fort sur une de leurs compagnies, ils vont vouloir s'en débarrasser. Et il y a des liens qui vont demeurer. L'acheteur achète une entreprise, même manufacturière au crime organisé. Le crime organisé lui dit, conserve mes fournisseurs. Non, je veux pas. Non. Écoute ton oncle Tony. Conserve les fournisseurs qui vont avec. Ce serait mieux pour toi. Et il y a tout cet aspect-là que je caricature exprès pour vous faire sourire. Mais quand je suis venu ici, donc je viens de la Rive-Nord, donc je fais un trajet en voiture pour venir à Montréal pour le podcast, je les connais, toutes les entreprises, notamment les franchises qui sont droites à ma gauche, parce qu'on a enquêté pour des franchiseurs qui étaient mal pris avec un tiers des franchisés, on parlait de 40 magasins. Un tiers des franchisés, c'était le crime organisé. Mais pourquoi la police de bord, je pose la question, t'es pas obligé de répondre, mais pourquoi la police ne peut pas tout simplement te contacter puis dire de faire ces enquêtes-là, comme ça, tu le fais à leur place puis ils vont avoir toute l'information qu'ils veulent. Tu sais, j'essaie de voir tout ça, ça me paraît, de la manière que tu m'en parles, ça me paraît tellement simple, tellement aux yeux de tous. Je me dis, pourquoi la police ne peut rien faire? Alors, c'est pas qu'elle peut rien faire, c'est parce qu'elle a d'autres priorités parfois, d'autres chats à fouetter. La police travaille très bien. Dans mon équipe, il y a d'anciens policiers, donc c'est pas un problème de motivation, de capacité policière, parce que il faut que tu comprennes que la vraie vie, le vrai monde, il a deux faces. Moi, je suis un terricien, fait que je sais pas tout ça. Il y a la vie normale que tu connais, dans laquelle tu navigues à 80%, puis un monde parallèle qu'elle a depuis longtemps, qui est dans l'illégalité et la fraude, qui fait partie de l'environnement et du décor, qui parfois est... Tu me fais sourire quand tu me regardes la grosse... Non, c'est ce que j'en pense à... Et qui fait partie du décor, qui est toléré parfois parce qu'il y a un calcul risque et enjeu. C'est un dialogue permanent entre le crime organisé et les forces policières. Mais pour revenir à nos clients respectifs, avant de faire affaire, achat, vente, partenariat, association, c'est une nécessité de vérifier s'il n'y a pas un drapeau rouge. Et s'il y a un drapeau rouge, on n'est pas obligé de creuser plus loin après. Parfois, il suffit qu'il y ait un drapeau rouge, puis on renonce. La vraie vie, elle est faite comme ça. C'est comme le blanchiment d'argent. Pourquoi la police ne fait rien? Ça fait 50 ans que le blanchiment d'argent par Western Union, et je les nomme volontairement, Western Union et MoneyGram se fait. Ils peuvent pas faire autrement.
En dessous de $10 000, c'est pas vérifié par FINTRAC. Donc, la personne va à Bureau en gros, au dépanneur du coin, envoie 9 999 $ à Pierre Dufour, une adresse fictive en France. 2 mois après, l'argent n'est pas collecté, cette personne n'existe pas. La personne revient à Bureau en gros. Finalement, la transaction n'a pas lieu, je voudrais récupérer mon argent. Bureau en gros, Western Union vous envoie un chèque dans quelques semaines contre $40 de frais de dossier, et c'est fait. Et ça fait 40 ans que ça marche comme ça, et ça changera jamais, parce que c'est vrai que des gens peuvent avoir besoin de récupérer une somme qui n'est pas perçue par le destinataire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a tout un monde parallèle. C'est pas de la faute de Western Union. Non. OK, c'est bon. Fait que, c'est l'utilisation du système qui est mis en place. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire vraiment autrement. Et c'est vrai que Western Union profite pendant 2 mois d'une somme d'argent avant de le restituer. Mais c'est-à-dire le blanchiment d'argent, les prête-noms, tout ça existe depuis longtemps et tout peut pas être mis à plat. Parfois c'est fait, parfois ce n'est pas fait. Mais pour revenir à la base de mon point de vue, c'est illusoire de croire que dans une vie d'entrepreneur, on ne va pas croiser la route de personnes problématiques. Puis même sans parler de crime organisé, ton associé peut changer de mentalité, changer de vie, changer de personnalité parce que la tentation arrive et après il repart en affaires ailleurs. Donc vérifier en marge, en parallèle de la due diligence, peut-être au moment de la lettre d'intention, à un moment qui est ni trop peu engageant, mais s'intéresser à la personne, à l'individu avec qui on va être collé, avec qui notre nom va être associé, même si c'est une courte période de temps, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer parce que on n'a pas les moyens, personne, ni vous ni moi, on n'a pas les moyens de faire l'économie de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore plus vrai dans la franchise quand quelqu'un rentre dans ton cercle de franchisés et tu sais pas qui rentre, et c'est vrai des 2 bords. Achat, vente d'entreprise, association et investissement. Et le dernier point, quand une start-up en manque de financement, parce que les VC, il y en a moins, il y a moins de capitaux risques en ce moment, quand une start-up accepte Tony, qui revient, on ne sait pas d'où, dans sa Cadillac Escalade noire, ses lunettes Ray-Ban et ses bijoux en or, qui vient te sauver, parce que lui, il va le mettre, le million, il y a quand même des questions à se poser, des vérifications à faire. On fait ça vite en 48 heures, puis c'est très peu coûteux, mais je fais pas de pub ici, mais c'est très abordable. Et ça permet de lever un doute ou de le confirmer. Les due diligence, ça prend quelques semaines, ça prend une certaine somme d'argent et c'est majeur, c'est nécessaire et c'est énorme. Mais l'individu, ça c'est un paradoxe, hein. L'individu a un rôle au moins aussi important. Et pourtant, c'est pas encore assez vérifié. Ça semble aller de soi que si les comptes sont bons, le gars est bon. Ah non, c'est décorrélé. C'est comme l'honnêteté, comme le rapport à la loi. Moi, je suis convaincu que respecter la loi n'est jamais un critère de morale et de rigueur et d'honnêteté. Ça n'a aucun rapport. Quand tu vois une Porsche 911 qui sur l'autoroute 15 roule à 101 km/h le samedi soir, tu sais que c'est un gars en probation. Tu sais que c'est... Il peut pas y avoir d'autres explications. Il respecte le code de la route, il respecte la loi de la route, mais c'est peut-être quelqu'un de croche. Les pédocriminels payent leurs impôts, pourquoi ils le feraient pas? Leur crime est ailleurs. Donc le respect des lois n'a aucun rapport avec l'honnêteté d'une personne. En revanche, il faut respecter les lois parce que ce sont les règles du jeu. Sinon, on peut pas fonctionner ensemble. Quand des enfants au parc qui se connaissent pas commencent à jouer ensemble, la première chose qu'ils font, c'est instaurer des règles du jeu. Et ça montre qu'en société, faut respecter des règles pour que ça fonctionne entre nous. Ça s'appelle respecter les lois. Mais ça n'a aucun lien avec l'honnêteté et l'éthique et la morale de chaque personne. Donc, si un peu je peux recentrer ce qui vient d'être dit pour l'entrepreneur qui soit vend ou achète une entreprise, ce que tu vois dans la pratique ou ce que tu recommanderais rapidement, ça serait de dire, il devrait y avoir une enquête sur les acteurs qui étaient impliqués de chacun des bords pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'associer ou de se coller, comme tu disais, à quelqu'un qui a peut-être une question de réputation, peut-être d'autres enjeux plus majeurs. T'as la réputation qui est une chose, la vraie réputation en est une autre, ça peut être majeur. Et si jamais il y a rien, tant mieux. Que s'il y a rien, t'as quand même, on en parlait plus tôt, une certaine somme d'informations utiles et pertinentes pour faire une bonne négociation. S'il est
parfaitement clean et que tu veux t'associer avec lui, ce qui est déjà fait, mais tu auras de l'information sur lui qui vont t'aider à mieux le saisir, mieux le comprendre, mieux l'apprécier, mieux travailler avec lui. Donc, dans le pire des cas, qui est aussi le meilleur, une enquête de réputation négative qui aboutit à tout est vert, tout est beau, donne quand même de l'information utile pour saisir la personne. C'est encore plus vrai pour un associé, c'est peut-être moins vrai pour achat et vente, mais ça fait partie du facteur humain que les gens oublient trop et qui pourtant est la cause principale d'un échec ou d'une réussite dans une transaction ou un partenariat. Dernière question, parce qu'on va devoir te laisser aller à un certain moment. Puis tu as abordé un petit peu le sujet. À quel moment doit-on te contacter ou contacter le service une personne qui offre le service que tu donnes lorsque je vais avoir une recherche sur quelqu'un? Donc, tu parlais tantôt au moment de la lettre d'intention, ça pourrait être un bon moment. Mais est-ce qu'il y a un moment critique où tu dis oui, ça, Reggie, c'est trop tard? Si tu m'appelles au moment où tu es sur le point de signer l'offre, ou évidemment, après l'offre, après signature, il est trop tard, t'es pogné avec. Alors, ce qui est pratique, c'est que ta question comporte la réponse, donc c'est merveilleux à payer du temps. C'est sûr que plus en amont, c'est mieux. Évidemment, je voudrais pas vivre dans un monde, et vous non plus, où on enquête sur tout le monde, pour tout et n'importe quoi, à tout bout de champ. Donc, faut quand même qu'il y ait un motif légitime, un intérêt. Mais quand c'est fait en amont, comme nous, c'est rapide et que c'est abordable et que ça permet même de s'épargner une due diligence qui, elle, n'est pas donnée, et qui est beaucoup plus longue. Donc, je la verrai un peu avant, simultanément, pourquoi pas, mais le plus en amont possible quand tu tripes sur un projet, quand tu aimerais bien t'associer avec quelqu'un, tu veux acheter de lui, tu veux revendre de lui, puis avant d'aller plus loin, tu dis est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Donc je pense que c'est un moment idéal. Est-ce que c'est trop tard à un moment donné? Oui, une fois que tu as signé parce que tu veux cette compagnie-là ou tu veux te faire racheter par lui parce que c'est le seul. Si c'est le seul qui veut t'acheter, c'est mieux que tu fasses l'enquête assez vite, rapidement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui intrigue. Parce que après, on a d'autres types d'enquêtes. Ces enquêtes après incident. Enquête de fraude, de déloyauté, tout le magma vraiment enquête judiciaire, parce qu'on est quand même auxiliaire de justice. C'est comme ça que le Code des professions nous définit. On travaille pour des avocats. On bâtit des dossiers qui se rendent devant des tribunaux. Donc, quand c'est rendu là, c'est que on aurait bien mieux fait de faire l'enquête de réputation en amont. Moi, ça me fait plaisir. J'aime faire ça. Les grosses enquêtes après sont 10 ou 15 fois plus coûteuses. Là, c'est les enquêtes de terrain. Je vais devoir refaire l'itinérant pour prendre des photos devant un bâtiment. Donc, autant le faire en amont rapidement. Finalement, il y a peut-être une autre question. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que celle-là est difficile. Combien ça coûte? Ah, merci de me la poser. Combien ça coûte, là? Et pas de réponse de police. Si tu ne peux pas répondre, pas de problème. Pas de réponse de... OK. Plus taxes. Plus taxes. 2000 plus taxes, c'est livré en 48 heures. Je peux même, ça prend 30 secondes. Indexé annuellement, donc si vous appelez dans 10 ans, ça sera pas 2000. Oui. Est-ce que des fois, il peut y avoir des extras? Écoute, finalement, il y avait beaucoup de documents, donc ça a coûté... Parce que j'imagine que c'est 2000 de base et après ça, tout dépendant, ça... Tu me donnes une idée, effectivement. C'est au cas où que ce soit plus pour pas que quelqu'un garde ça pour toi. Le principe est le suivant, c'est la rapidité. Donc, on livre en 48 heures, peut-être 72 heures s'il y a un dimanche au milieu, mais en général, c'est 48 heures. On se fait payer d'avance. On vous livre le service, c'est $2000, effectivement. S'il y a un drapeau rouge, on communique avec vous. On vous dit, il y a des drapeaux rouges. Si on creuse, ça fait x2. Vous prenez votre décision. Parce que si vous creusez parce qu'il y a des drapeaux rouges, vous pourriez aussi renoncer parce que ça sent mauvais au départ. Ouais. Ou simplement, il y a quelque chose dans le premier rapport qu'on vous donne qui vous intrigue parce que vous dites, OK, ce gars-là, mauvaise réputation, mais est-ce que c'est sa vraie réputation? Puis ça m'intéresse quand même. On peut aller faire des vérifications qui sont plus faites par une IA à ce moment-là, qui sont faites, la collecte se fait vraiment plus par j'aime beaucoup le mot, par des canaux de communication privilégiés avec les bonnes personnes.
Elle est bonne comme formule, hein? Elle est bonne des canaux de communication privilégiés avec les bonnes personnes. Donc, je réutilise ça. Oui, il y a Pepe Pizzaiolo qui connaît bien le milieu, c'est ça. Et puis il y a Rachid Kebab dans un autre coin. C'est ça, c'est donc $2,000. Si un drapeau rouge, ça peut être 1,000 de plus, quelque chose comme ça, mais ça coûte pas une fortune. Il y a une décision à prendre s'il y a un drapeau rouge, hein, puisque on ne pousse pas la vente, on est là pour servir. C'est livré en 48 heures, puis c'est un rapport assumé. Donc même si vous l'oubliez sur un coin de table et que la personne ciblée par l'enquête en prend connaissance, il n'y a pas de tort à sa réputation. Quand j'écris le rapport, je l'écris pour toi. Mais je sais que les gens perdent les papiers. Si c'est lu par la cible, il n'y aura aucun tort à sa réputation. C'est sur source ouverte, c'est sourcé et documenté. S'il y a du croustillant, je te le dis par téléphone. Ou sur mon nuage privé. Ouais, écoute Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est super Merci à vous deux. Oui, c'était beaucoup plus intéressant que je pensais, beaucoup plus pertinent. C'est la phrase que je voulais que tu prononces, absolument. Puis, on va peut-être voir, je vais peut-être enquêter sur toi, étant donné que... Et vice-versa, parce que lui, ça fait plusieurs fois qu'il en parle. C'est comme s'il voulait se dégager du fait que c'est lui qui enquête, mais... C'est des bons points. L'effet miroir. Si j'enquête en premier, j'ai le gros bout du bâton. Est-ce que ça t'est... Et comme je suis un gars honnête, j'enquête avec la même rigueur des deux bords. Je pensais qu'elle allait dire pour le même prix ou pour le... Non, payez le même prix, mais avec la même rigueur des deux bords. Vous pouvez confronter vos dossiers. Faites donc ça, un exercice intéressant. Ah, il faut quand même qu'on trouve $5,000 de lousse. Fait que ça va être l'autre défi. Puis, mais... non, c'est super intéressant. Puis... bref, on va se garder pour l'après-podcast. J'ai quelques questions peut-être un petit peu plus croustillantes. Jay, commentaire de la fin, remerciement. Un jour, je vous demande... Remerciement, Philippe, honnêtement. Merci de venir me présenter. Particulièrement d'avoir centré sur c'est quoi la pertinence pour un entrepreneur, parce que je pense que c'est très vaste comme domaine. J'ai tout un travail d'évangélisation à faire sur ça. Définitivement, pour l'entrepreneur, dans quel cas ça peut être pertinent ou pas. Oui. Dans les transactions de vente d'entreprise, honnêtement, je l'ai rarement entendu. Oui. Mais il faut le faire parce qu'il y a vraiment tu sais, quand je vous parle de crime organisé avec des blagues, il y a vraiment une vraie situation. Il y a vraiment de l'urgence, il y a vraiment des choses qui se passent et puis c'est une bonne précaution. On n'a pas parlé du volet ressources humaines pour un employé stratégique, mais ça se fait aussi très bien. Super. Donc, allez voir le site internet, j'imagine, de l'agence, communiquer avec Philippe, oui, quoi que ce soit. SRX. Et bien, merci à tous pour votre temps et votre présence. Puis on se revoit au prochain épisode. Merci Philippe.